Bonjour à tous, Interaction c'est votre émission et c'est votre fonds. Participez, interrogez-nous, c'est notre plus vif désir. En compagnie aujourd'hui d'Hubert Tassin, notre analyse. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Paul Schworer, notre gérant, en tout cas le représentant du gérant ici avec la casquette de gérant. Bonjour Paul. Bonjour. On commence tout de suite, vous en avez l'habitude, par une petite rubrique tendance. Hubert, alors, cette tendance, cette semaine, les faits marquants de l'actualité pour commencer. Le fait marquant de l'actualité, c'est qu'il se passe quelque chose depuis 10-15 jours. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est la Réserve fédérale qui repousse la perspective d'une éventuelle hausse de taux ? Est-ce que c'est l'économie européenne qui va mieux et l'économie américaine qui confirme sa croissance sans plus ? Mais il s'est passé quelque chose sur les monnaies. Il s'est passé quelque chose sur les monnaies. Le dollar était au-dessous de 1,04, 1,03 et des poussières, au plus bas, et il est près de 1,09. Donc il s'est vraiment passé pour quelque chose. On a eu des indices boursiers européens qui ont baissé de 2%. La question c'est, est-ce que c'est un retournement de tendance ou est-ce que c'est un ajustement ? C'est ça la question. Dans les deux cas, à la fois la hausse perdre de 2% quand les indices sont montés de 20%, c'est très loin d'être un drame, et monter de 3,5% sur l'euro contre le dollar, c'est pas un drame non plus. Il y a un rôle qui bout là. Oui, là, pour moi, il y a une chose qui est très importante qui s'est passée, c'est qu'il y a une intervention de la Fed, et la Fed a dit en substance « je retire le mot patient » dans mon communiqué. On a l'impression des périodes grecques où on regardait les entrailles pour essayer de comprendre. Mais on retire ce mot-là et surtout, finalement, on a vu les anticipations qui sont publiées, les anticipations des acteurs de la Fed, dont on sort une médiane, qui ont été publiées et qui ont acté qu'on était dans un schéma de hausse des taux, certes, mais beaucoup plus proche du scénario du marché qui lui-même s'est adapté vers le bas. Oui, puisqu'on a baissé de 0,5 sur Tout à fait. Le 1 an dans un an, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et donc, en fait, on est rentré, on a quelque part acté l'idée qu'aujourd'hui, un mouvement de hausse des taux ne se ferait pas comme les 5 ou 6 précédents mouvements de hausse des taux de tout le cycle de baisse des taux, à un rythme très rapide, en 9 mois, on fait 3%. Là, on acte le fait que ça va prendre du temps parce que ça a déjà commencé et que ça va se faire à un rythme bien plus faible. La monnaie a fait le boulot. C'est-à-dire que Mme Yellen ou le comité de politique monétaire n'a pas forcément besoin de remonter ses taux parce que l'écart, encore une fois, le dollar moyen pour les sociétés du SBF 120 l'année dernière, c'était 1,32. Donc à 1,08, on peut voir que seau d'eau froide déjà. Ça génère déjà un seau d'eau froide sur l'économie américaine. L'économie américaine va-t-elle aussi bien qu'on aurait pu l'espérer ? On a le chiffre du PIB qui est tombé 2,2%, un ralentissement au quatrième trimestre. Ralentissement, certes, ralentissement de tous les indicateurs anticipés, tels le PMI et autres, mais des niveaux qui sont très largement supérieurs à 50%. L'économie américaine va plutôt bien. Finalement, on a une Fed qui dit « bon, ça va un peu moins vite que ça n'aurait pu être si tout s'était tout s'était passé comme avant, mais on est dans la bonne direction et d'ailleurs on continue dans le processus d'assainissement. » On reparle de la Grèce. Alors on parle de la Grèce pour dire que c'est un jeu de poker menteur et que personne n'intéresse que ça casse. On va en parler longtemps, on peut en parler toutes les semaines comme ça Non, là, effectivement, M. Tsipras était allé à Berlin et Mme Merkel a été malheureusement rappelée dans les Alpes. Comme on va à Canossa pour d'autres raisons, pas du tout comme on va à Canossa. On prévoit 4,5%, mettons, d'excédent primaire, c'est-à-dire d'excédent avant impôt. Lui dit, plutôt que faire 4,5, je vais en faire 1,5 et je vais redonner 3 à ma population. Madame Merkel dit ça, c'est impossible, mais c'est une question d'argent de tapis. On va le trouver, le deal. On va trouver un deal, mais on a de la volatilité dans la semaine prochaine parce que on a finalement lundi déjà des éléments importants et on a un prochain rendez-vous qui est le 9 avril avec des versements qui doivent tomber. Alors, surtout, l'année, ils sont obligés de se mettre d'accord et cette année est très importante parce qu'une fois que l'année 2015 sera passée, le plus gros pic est en 2047. Donc là, on verra si on paye et qu'est-ce qu'on paye. Donc l'accord de cette année est un accord extrêmement important. Par ailleurs, on voit bien que l'Europe ne peut pas
passer sur un système démocratique. L'Europe s'est fondée sur la démocratie, la Grèce aussi éventuellement. L'Europe ne peut pas écraser complètement l'affaire. Donc c'est une partie de poker menteur. Et puis moi, mon sentiment, c'est que le principal bénéficiaire de l'euro, c'est l'Allemagne, c'est les exportatrices allemandes. Si l'euro finit par exploser vraiment, il n'y a plus d'exportatrices allemandes pour un moment. Bon, on a joué avec les 5000, hein, c'est un autre fait marquant de cette semaine. Ces 5000, pour l'instant, résistent à l'heure où l'on se parle, c'est-à-dire vendredi en début d'après-midi. Écoutez, voilà, effectivement, comme je le disais, on a monté de près de 20%, on a baissé de pas loin de 2%, de 10% de la hausse. Mais c'est un signal à regarder, ces 5000, Paul? Ah oui. Oui, c'est très clairement un signal. C'est des seuils psychologiques. On avait Donc il ne évoqué il y faudrait a pas 3 clôturer semaines. en dessous, c'est ça? Sinon, ça pourrait aller plus bas? Non, je crois qu'on a passé cette étape-là aujourd'hui. On avait un seuil psychologique qu'on avait évoqué il y a 3 semaines qui était 5085. On l'a aussi franchi en clôture. On ira plus loin. On est dans un cycle qui est favorable au marché action. Alors la question, c'est plutôt de savoir est-ce que j'ai un petit ajustement de 4-5% aujourd'hui, demain, sur quel catalyseur? C'est le fameux ajustement de mars. Alors mars, on arrive dans un creux, puisqu'il n'y a plus de flux de nouvelles, comme disent les boursiers. Il n'y a pas de publication de résultats trimestriels avant le début du mois d'avril. Ça paraît relativement logique. Et donc, on n'a pas de moteur, on n'a pas de catalyseur, pour reprendre l'expression de Paul. Donc, on est un peu livré à soi-même. Ce qu'on voit, c'est quand même que les marchés européens et le marché japonais, dès que ça corrige un peu, ça remonte. C'est-à-dire on a des marchés qui n'ont pas envie de baisser. Mon sentiment est que sur les trimestriels américains, là, en avril, donc c'est un peu plus d'un mois, on peut avoir une période un peu plus difficile et un peu plus agitée parce que Wall Street peut être déçu par les résultats et à ce moment-là, corriger. Oui, c'est vraiment la donnée importante. C'est que la dynamique des résultats est beaucoup moins bonne aujourd'hui aux États-Unis. Parce que l'effet dollar, parce que la hausse des taux aussi, puisque si on attend une hausse des taux et si on a un retrait de liquidité, eh bien on a des tensions sur les résultats, donc ce qui ne veut pas d'ailleurs dire que le marché doit tomber. Mais il peut y avoir une correction, c'est un marché qui de toute façon, en bourse, il y a des hauts et des bas, on le répète tous les jours. Zone euro, disponibilité des prêts bancaires, c'est le graphique qui nous apporte Hubert cette semaine. Il vient d'Amundi Asset Management, vous nous le commandez? Donc oui, alors cette semaine est tombée une statistique intéressante qui dit le crédit au secteur privé a baissé de 0,1%. Donc en fait, il n'a pas baissé, mais il n'a pas bougé au mois de février. En revanche, on voit que avant même que le quantitative easing, que les injections de la Banque centrale arrivent, le crédit se développe et sa disponibilité, son offre se développe, puisque on dit toujours les entrepreneurs seraient prêts à investir, mais les banquiers ne prêtent qu'aux riches, à ceux qui, etc. Et les banquiers etc. disent le contraire. Hein. Les banquiers disent le contraire. Et là, on a une statistique qui vient de la BCE et de la recherche de Amundi Asset Management qui montre bien que pour les grandes et maintenant pour les moyennes valeurs, hein, on a une offre qui arrive. Et donc, on a vraiment un développement qui, basé sur la consommation, on aura l'occasion d'en reparler, peut permettre l'investissement et qui peut permettre un relais de l'investissement. Le rapport BCE Banque de France, effectivement récent, illustrait parfaitement que les valeurs du CAC et les grandes valeurs, aujourd'hui, ont accès au marché du crédit. Autre indicateur avancé en Europe, c'est Paul cette fois qui va le commenter. Que montre-t-il ce tableau? Oui, ce graphique en fait c'est un ensemble d'indicateurs avancés qui permet de voir un petit peu dans quelle est la tendance que peuvent exprimer. Donc c'est de la confiance, c'est de la des confiance, voilà, des sentiments. Est-ce que le moral est bon? Voilà, c'est à la fois pour les directeurs d'achat, les consommateurs et les chefs d'entreprise. Et où l'est-il? Et on voit très clairement qu'aujourd'hui, donc le PMI qui est en bleu foncé, c'est donc la liste des directeurs d'achat, celui-là. Celui-ci qui se compare dans le monde entier est donc au-dessus de 50, ce qui est toujours positif. Donc croissance. Oui. Et on vient de voir, après une période où il avait plutôt baissé, une inflexion, on repart vers la hausse. Donc ça va avec tous les éléments positifs sur la croissance européenne. Et le deuxième élément que je trouve très notable, c'est le fait que la courbe rouge, qui représente finalement la confiance des consommateurs, est dans une bonne disposition. Elle avait marqué le pas plus tardivement que les autres, et elle est en train de repartir avant les autres. Et on est donc bien dans une situation où, au niveau européen, c'est la consommation qui tire finalement l'activité. Donc on voit pourquoi la bourse monte quand même. On voit que le crédit arrive sur les entreprises et qu'elles vont pouvoir investir et qu'elles ont des raisons d'investir parce que la consommation est au bout. Donc la hausse de la bourse s'explique
Et alors la poursuite, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. En fait, l'autre point, c'est le sentiment qui est en orange dans le sentiment le climat industriel et le sentiment des entreprises qui, eux, sont légèrement moins bien orientés. Et en fait, on a besoin d'une plus grande visibilité de la part de la partie manufacturière de l'économie pour franchir l'étape suivante. C'est-à-dire que l'indicateur le plus avancé, c'est aussi la bourse. Il faut aussi le dire. Et là, les entreprises ont aussi des indicateurs retardés. Et le pire étant, comme on le sait, le marché de l'emploi. Bon, et puis c'est comme au ski, la piste rouge est plus pentue que la piste bleue. Tout à fait. Bien vu. Allez, on enchaîne avec le tableau de bord. Alors, on commence ce tableau de bord par les feux tricolores. Qu'est-ce qui a bougé cette semaine ? Rien. Rien. Cette semaine, on est dans une situation où pas d'éléments nouveaux. En revanche, je pense qu'il est intéressant d'essayer de comprendre ce feu rouge qui traîne. Oui, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Le stress de refinancement, on en parle souvent. Alors, oui, parce que c'est... Alors, on a un graphique qui le montre, d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est important de faire un focus. Bon, le stress de refinancement, c'est une mesure de la liquidité, et en particulier dans l'univers américain. Donc, comme l'Amérique a plutôt eu tendance à diriger l'activité mondiale, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Et souvent, quand le feu se met au rouge, c'est annonciateur d'une pénurie de liquidité quelque part dans le monde. Mais on ne comprend pas ça, parce que les banques centrales arrosent de leur hélicoptère les marchés de billets, et vous nous dites qu'il va y avoir un problème de liquidité ? En fait, c'est une mesure, finalement, des prises en pension ou rémérées qui sont calculés et qui se réduisent en quantité aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 3 mois. Donc on est bien dans un schéma de réduction de la liquidité. C'est assez logique avec le schéma de hausse des taux prévisible et annoncé. Et puis, c'est aussi, et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce graphe, quand on regarde, on fait un focus sur la toute dernière partie, on s'aperçoit qu'en fait, c'est aussi la Banque centrale américaine qui reteste à nouveau les outils qu'elle a pour pouvoir retirer de la liquidité. Ce qu'elle n'a pas fait. Ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, et qu'elle... Ponctuellement, elle teste un petit peu et on voit que ça marche. D'ailleurs, les effets sont là. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas hypertrophier cet indicateur parce qu'en réalité, s'il y a un problème, de mon point de vue, ça sera plutôt sur un pays qui utilise la liquidité dollar et qui est en dehors des États-Unis. Bon. Et donc, ça nous amène ce seul petit feu rouge à rester dans une météo en mode 3. Non, ce n'est pas le feu rouge qui nous amène en mode 3, c'est en fait la problématique aujourd'hui de la révision des bénéfices. Aujourd'hui en Europe, on revoit les bénéfices à la hausse très significativement, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. C'était l'Europe qui était en retard. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont un peu en retard et donc... Ils sont même en avance. C'est-à-dire qu'il va falloir réviser à la baisse l'estimation. Voilà. Et donc ça, c'est en train de se voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ce mouvement qui a été dirigé par l'énergie et finalement des secteurs qui ont été touchés par l'énergie et qui ne touchent pas le reste, c'est quelque chose qui est en train de s'arrêter. Ah oui, forcément. Voilà ce qu'on pouvait dire. On passe aux performances. Alors, on va découvrir les performances d'Interaction cette semaine. Je vous incite toujours à poser vos questions, à nous interroger. Paul, quelles sont-elles, ces performances ? Donc, sur la semaine, en fait, on est en situation d'avoir une performance en ligne avec celle du CAC. On fait jeu égal, moins 1,47 contre moins 1,44. C'est finalement, ça fait 2 semaines qu'on gagne un petit peu. Marginalement, c'est vrai, on était à 0,53 la semaine dernière contre moins 0,82. Donc globalement, c'est finalement une stabilisation par rapport à un mois de janvier qui avait été un petit peu difficile. Le découpage, oui, Hubert. Alors, juste un mot. On parlait de l'actualité de la semaine tout à l'heure. Quand on relève les publications des analystes financiers, on est dans cette période où on monte sensiblement soit les objectifs de cours, soit les prévisions de bénéfices, soit les deux. On pourrait en citer, mais là, en relevant, juste 2 jours, à la hausse, Valeo, AXA, Coface, Numéricable, Trigano, Hermès, Pernod, AXA, EADS, Havas, Publicis, JC Deco, TF1, M6,
Non, jetez plus la cour est pleine, Non, et c'est jetez plus ça la cour- qui doit redonner cour est un pleine. peu d'espace à notre potentiel. Voilà, Oui. ça veut dire que le potentiel est en train de se libérer, il faut aller le chercher. Alors, on voit le C'est-à-dire, potentiel. si on attend que les gens révisent leurs estimations à la hausse, on ne fera que s'ajuster. Il va falloir aller chercher ce potentiel. Oui, mais le mode 3 nous empêche d'aller le chercher. Pas forcément. Non, pas nécessairement. Le mode 3 est là pour qualifier le type de volatilité auquel on est confronté, c'est-à-dire des possibilités de retour violent dont il faut pouvoir tirer parti, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on est dans un changement de mode, et ce changement de mode est plutôt positif. Alors, on regarde en fait la comparaison toujours des performances cette fois-ci par rapport au CAC. On voit qu'on fait mieux dans les TMT, moins bien dans les cycliques. En résumé. Cyclique, on n'en a presque pas. Hein. Ceci explique en cela. Voilà, la raison. Oui, les cycliques, la sous-pondération se révèle pertinente, même si globalement, la logique du portefeuille, on le voit depuis plusieurs semaines, c'est d'aller de plus en plus vers tout ce qui correspond au cycle, parce qu'effectivement, on considère qu'on est dans un schéma qui est favorable dans le cycle. C'est-à-dire que l'avantage des cycliques, de beaucoup de cycliques, alors les cycliques, ça peut aller... TF1, c'est une cyclique en réalité, hein, parce que c'est que ce sont des valeurs de point mort. C'est-à-dire que dès qu'on passe le point mort, en revanche, là les bénéfices commencent à s'accumuler. Donc, effectivement, dans une période où on a de la hausse de la consommation et on va avoir un peu de hausse de l'investissement, c'est assez logique d'aller vers cyclique. Je voudrais juste faire observer un truc qui m'a intéressé cette semaine, c'est qu'à l'occasion de cette petite correction, 1,5, bon, c'est pas colossal, hein, ça ramène à 17,5, 18%. La hausse depuis le début de l'année, on a une concentration des performances sur les secteurs. C'est quelque chose de frappant. Si on accepte l'automobile, bon, qui monte de 30% depuis le début de l'année, et si on accepte le pétrole et les ressources de base qui font moins de 10, tout le reste est en train de se mettre entre 12 et 15%. Presque peloton, de manière... en fait. Alors, bon, ce qui reste très en retard, c'est les banques, mais c'est à 12. Alors finalement, est-ce que les banques sont très en retard à 12 par rapport aux médias à 18? Qu'est-ce que j'entends Un petit derrière? peu, mais pas beaucoup plus. Est-ce qu'il faut se casser la nénette à faire de la rotation sectorielle? Aujourd'hui, la rotation sectorielle, alors qu'on est tous dans le peloton. elle est presque, je dirais, quantitative, c'est-à-dire que les gens disent, tiens, il faut comme ce que je viens de faire, ils disent, tiens, les banques, ça fait 12,5, et la santé fait 17, bon, voilà, j'en arbitrerai un pour l'autre. Est-ce que c'est une bonne idée d'arbitrer ce qui fait moins bien? L'alimentaire fait 13,5, et je vois que la construction fait 19. Paul, c'est comme ça que les vous gens ont cette tendance-là parce comme ça que vous raisonnez, parce qu'ils ne Paul? voient pas clair. Pas nécessairement. Non, parce que nous, on y voit clair, c'est très, très différent. Après tel propos, je ne peux pas dire le contraire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en fait, dans un indice, par exemple les financières, qui sont très pondérées, puisque globalement, c'est quand même 31%, c'est 21% de l'indice. Si effectivement elles sont très en retard, elles finiront bien par rattraper, et ça, c'est effectivement un des réflexes dans lequel on peut se trouver effectivement. En retard, on voit 19% de hausse sur l'assurance depuis le début de l'année et 12% sur les banques. Tout à fait. On voit bien, d'ailleurs, c'était notre choix. Alors, donc, voilà. On va s'en féliciter, puisque nous, on avait pris de l'AXA et de l'Alliance, mais on voit bien. Alors, c'est le moment de se demander si on n'a pas trop d'assurance par rapport aux banques, c'est une question. Mais on voit bien que c'est très particulier comme ambiance. C'est cette ambiance encore du mois de mars, on n'y voit pas clair, où on se dit que, vu les injections de la Banque centrale, 30 milliards en 15 jours. En fait, on ne sait pas quel secteur va gagner, à part les deux secteurs évidents, on a tendance à ajuster. Pétrole et automobile. Surtout, il faut se mettre à la place des gérants, à la place de Paul. Quand vous avez accumulé 17% de gains depuis le début de l'année, vous cherchez aussi à le préserver. Vous pouvez partir en vacances. Non, vous ne voulez pas partir en vacances, mais vous voulez que vos clients puissent partir en vacances tranquilles. On se pose inévitablement cette question. Vous nous avez apporté une performance par nature aussi, qu'on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce graphique? Pourquoi est-ce que vous nous avez sorti ce graphique cette semaine, Paul? En fait, c'est pour permettre de mieux comprendre comment se construit finalement la performance. Alors, déjà, premier point, on parle de contribution et non de performance absolue, c'est-à-dire qu'en fait, en additionnant toutes les contributions, on retrouve la performance réalisée soit par le CAC, soit par Interactions. On la ventile. Voilà, on la ventile. Donc ça veut dire que le CAC a fait une grosse partie de sa performance, si on prend la première ligne dans les défensives, 4,49%. Tout à fait. Là où Interactions en rouge fait 2,62% dans les défensives. Exactement, avec un mouvement qui se construit de façon, un écart qui se construit de façon plutôt régulière, sauf finalement sur la dernière semaine où le recul des défensives a été plus significatif dans le CAC, et comme on les a sous-pondérés, eh bien en fait on baisse moins de notre côté. La partie où nous,
finalement, on a créé de la performance, c'est par rapport au CAC, c'est les TMT, c'est les semi-cycliques et c'est la conso cyclique. Alors, la conso cyclique nous pénalise sur la dernière semaine, puisqu'on le voit, on fait moins 0,43 contre moins 0,39, parce que finalement, on a une surpondération dans ce secteur-là. Et puis, d'autre part, on a aussi les semi-cycliques qui ont connu un retour assez significatif sur la dernière semaine. Il y a eu un peu d'automobile, il y a eu différents Airbus, un certain nombre de valeurs qui ont un peu plus reculé. Juste sur le gros écart en défaveur, c'est dans les défensives. Dans les défensives, on est sur les valeurs d'abonnement qui ont bénéficié de la baisse des taux tout au long de l'année dernière, quand même, et encore cette année, c'est-à-dire les concessions, donc Veolia. On est sur les valeurs de téléphone de concessions sur lesquelles on joue le dividende. Donc on est sur de l'hyper-défensif, qui n'est pas du tout adapté à la situation d'aujourd'hui. Et les défensifs qui ont monté, c'est l'agroalimentaire, par exemple. On en a, c'est de l'Essilor, mais c'est aussi Danone. Et puis de la santé. Et on n'a pas de santé parce qu'on est sorti de Sanofi. C'est une question d'ailleurs qu'on va se poser bientôt. Qui a plutôt été ce qui était une très bonne chose. Voilà. Parce que Sanofi, à titre personnel, autant la santé a plutôt bien marché, autant Sanofi s'est craché à cause de la perte de part de marché sur le diabète, qui est son affaire. Son blockbuster. On passe à la gestion. La gestion d'interaction, cette émission interactive, cette gestion transparente, votre émission, posez-nous toutes vos questions, posez-les à Hubert Tassin, notre analyste, posez-les à Paul Schworer, notre gérant. Messieurs, on va voir notre portefeuille sur la semaine, sa performance, ou plutôt son recul. C'est une semaine de stabilisation, comme on le disait, de baisse, on peut le dire. Un CAC qui recule de 1,47 et nous on fait jeu égal, moins 1,44, un tout petit peu mieux. Qu'est-ce qui se démarque dans ce portefeuille? On commence par quoi? Les KPN, là, les télécoms, KPN, Vivendi, deux valeurs qui créent de la performance sur la semaine, qui n'a pas été une semaine favorable, puisqu'on fait moins 1,47 en global. Il y a une pression sur Vivendi, un hedge fund qui commence à jouer des coups dans 10 ans. Il y a deux choses. Il y a une pression sur Vivendi de la part du hedge fund qui met une pression, mais il y a surtout Bolloré, donc son actionnaire de Vivendi via Bolloré, et de Havas. Bolloré a vendu une partie des Havas qu'il avait payé en titre, donc il a rentré du cash. C'est une très belle opération. Il a payé en titre Bolloré. En action, oui. En action Bolloré. En papier, donc. En papier, et il récupère du cash. Qui va réinvestir dans Vivendi. Il remonte dans Vivendi. Vivendi, il y a 9 milliards. Quand il aura 20% de Vivendi, il en a 10, eh bien, il pourra faire joujou avec les 9 milliards. Il fait assez bien joujou en général, d'ailleurs. Ça tombe plutôt bien. Non, mais pourquoi attendre d'en avoir 10? Parce qu'il ne veut pas justement dévoiler son jeu avant. Il a 9 milliards de cash. Il ne va pas nous dire ce qu'il va en faire avant d'être passé des 10 au 20, je dirais, à mon avis. D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que Vivendi va rester dans l'ascenseur parce qu'en effet, tout le monde attend qu'une fois que ce franchissement de seuil sera réalisé, on sort du bois. Il va nous expliquer ce qu'il fait. Il va nous expliquer ce qu'il fait avec ces 9 milliards. Et comme je le disais, quand Vincent Bolloré commence à faire joujou, ça gagne souvent. Mais est-ce qu'on écarte trop vite ce fonds américain qui dit, finalement, entre Canal+ et Universal, est-ce qu'il y a tant de synergie? Tout ça est vrai. Mais Vivendi, c'est d'abord une tirelire. C'est accessoire, les activités de Vivendi. Ça peut paraître curieux, mais c'est presque accessoire. C'est d'ailleurs dans la classification qu'on a présentée une société financière. Donc on l'appelle du financier. Oui, sauf que le cash actuellement ne rapporte rien par les temps qui courent. Et bien justement, c'est bien pour ça que M. Bolloré, quand il aura disposition ces 9 milliards dans son tiroir, il en fera quelque chose. Et on est sur de la décote. Et effectivement, c'est jamais mauvais qu'il y ait un activiste. Il n'y a pas une société où quand un activiste vient demander plus de dividendes, vient de scission, où ça se passe mal. Et le cash ne rapporte rien, le cash coûte même. Ne pas prendre de risques, c'est perdre de l'argent aujourd'hui. Quelqu'un qui aime bien prendre du risque. KPN. Qui aime bien prendre du risque. Oui, vas-y. Non, KPN, l'histoire de KPN, c'est que c'est une télécom, mais c'est une télécom avec une histoire de restructuration. On en a deux. KPN et Telefonica, c'est pas seulement c'est pas du passif. Telefonica, c'est pas j'ai une part de marché, il y a moins de guerre des prix et je vais gagner de l'argent sur mes télécoms. On voit à qui vous pensez. Oui, c'est Orange, par exemple. Mais KPN, il aide sur une histoire de restructuration, comme Telefonica, qui en plus annonce tout le temps des choses, puisque effectivement ces restructurations avancent. Alors, la question, on voit les notes d'analyse financière, c'est est-ce que la restructuration est dans les
cours? Est-ce que tout est dans les cours? Notre sentiment, c'est non. Parce que cette semaine, on a KPN, Telefonica, Orange qui sont dans un peloton dans les 5 premiers. On est sur une semaine de baisse. Donc, il se passe quelque chose dans les télécoms et ça se voit. Et bon, alors, donc on garde ces télécoms, les trois. Dans cette semaine de baisse, les valeurs qui bénéficient de la baisse des taux, qui a continué sur la partie longue de la courbe, sur les 7 ans, 10 ans, etc., Eurotunnel, les valeurs de télécom, Veolia, continuent à en bénéficier, même si mon sentiment, c'est que cette baisse des taux, on est quand même au bout. Je sais que Paul n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Sur le court terme, à moins 0,20, on n'ira pas beaucoup plus bas. Voilà. Le sujet est surtout la structure de la courbe des taux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe des taux, c'est le 3 mois, le 1 an, le 5 ans, le 10 ans, et on va jusqu'à 30 ans, voire 50 ans. Normalement. Et aujourd'hui, finalement, on est resté pendant toute la crise en Europe avec un spread entre le 2 ans et le 30 ans qui était particulièrement élevé. On a atteint 250 points de base de spread. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. On est à 120 points de base. Donc, ça, c'est les effets de M. Draghi. Oui, c'est-à-dire l'écart. On est à moins 0,2 d'un côté et 1% de l'autre. Voilà. Grosso modo. Voilà. Et en fait, historiquement, quand la situation va bien, ce spread se revient plutôt à 50 points de base. Donc on a là encore, parce que la Banque centrale est capable d'acheter, la possibilité de réduire le coût de l'endettement à long terme. Donc vous dites qu'il y a encore quelque chose à gratter là-dessus, sur les valeurs qui ont des endettements long terme. C'est une situation qui était favorisée par les autorités parce qu'il fallait resolvabiliser les banques. C'est que les banques, elles ont besoin de beaucoup de choses, mais elles ont aussi besoin de hiérarchie des taux pour faire ce qu'on appelle de la transformation, c'est-à-dire emprunter court ou prendre l'argent cash sur votre compte pour le placer. D'accord. Et donc c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il fallait les sauver. Maintenant, on va dire qu'elles sont sauvées. Okay. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Dans le portefeuille, on va revoir le portefeuille avec les plus basses performances, les performances négatives cette semaine. Sodexo, Essilor, Accor. C'est les stars du portefeuille. C'est celles qui ont le plus monté et sur lesquelles on a des prises de profit, effectivement. Le marché, encore une fois, rend 2%. Donc les valeurs qui ont fait des 30, des 40%, ce qui est sur 4-5 mois, comme Accor, c'est les stars. Les stars inversées. C'est les stars inversées. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, messieurs? Alors, Hubert. La question, donc, cette question, c'est est-ce qu'après la forte hausse, il va y avoir rotation entre les portefeuilles? Vous nous avez expliqué qu'il y en avait un peu quand on est à plus 12 de perf et qu'on voit un plus 17. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire une rotation passive. C'est-à-dire les gérants ajustent, puisque si on s'accroche aux estimations de bénéfices des années telles qu'elles sont, on s'ajuste gentiment. Donc ça, c'est compliqué, c'est de savoir sur quoi on peut se reporter et quels sont les thèmes. Alors pour moi, le premier thème, le premier thème d'arbitrage, c'est que la baisse des taux est actée, mais qu'on va avoir le QE. Et le deuxième, c'est la croissance de la consommation et la reprise de l'investissement. Et alors, si on traduit ça en valeur, ça donne quoi ? Pour moi, c'est les valeurs à point mort élevé. Donc ça, c'est un schéma. Alors, d'un côté, les valeurs à point mort élevé, et d'autre côté, les valeurs qui font la consommation. C'est-à-dire que il n'est pas neutre de voir une OPA sur Kraft et de dire que Danone n'est pas, et Danone et Nestlé, mais nous on est en zone euro, que Danone n'est pas concerné. Danone est évidemment concerné. Alors ça, c'est pas des valeurs à point mort élevé. On arrive quand même dans une deuxième période où les points morts élevés et les histoires de restructuration. Là, on parlait de Telefonica et KPN par rapport à Orange. C'est pour moi un bon exemple. Et puis il y en a d'autres, bien sûr. Bon, ça, Telefonica et KPN, on en a. Les points morts élevés, c'est quoi, par exemple ? Les points morts élevés, c'est donc les affaires de communication. Donc les TF1, etc. Non, mais ça, c'est une valeur cyclique. Il faut bien comprendre ça. Alstom, où on a une restructuration et un point mort élevé. Alors, on peut considérer que c'est dangereux, que c'est pas dangereux, etc. Et bien entendu, c'est sans doute un peu tôt, parce que surtout qu'il y a une petite spéculation cette semaine sur la sidérurgie, puisqu'il y a cette taxe sur l'acier chinois, le dumping réalisé en Chine, dans les deux Chines d'ailleurs, en Chine et sur l'île. Mais il est certain qu'Arcelor, Aperam, ThyssenKrupp, c'est des valeurs à point mort élevé. On peut les regarder. Et alors, le symbole de la valeur à point mort élevé, celle qui va monter le plus cette année, ça c'est mon consentiment parmi les grandes, c'est Peugeot. Alors, Peugeot, on a un point mort élevé, on baisse le point mort et on a une hausse de la conso. La valeur magique. Historique, arbitrage, interaction. On va regarder le tableau pour confirmer. Donc, on a vendu Airbus. Voilà, on a vendu Airbus. C'était plutôt bien tombé d'ailleurs. Et on a renforcé Solvay la semaine dernière. Point mort élevé. Chimique, point mort élevé. Tout à fait. On est en plein tout dans à ce fait, concept-là. Exactement. Et on est toujours dans cette progression vers plus de cyclique. Alors, EDS, le problème
de ADS. Enfin, d'Airbus Group. Oui, d'Airbus Group. Le problème de tout le secteur, alors il y a certains qui savent le gérer, c'est que les carnets de commandes sont trop élevés. Ça paraît évidemment loufoque un problème de riche. de parler de ça. C'est ce problème de riche d'avoir 8 ou d'avoir 9 ans de carnet de commandes chez Airbus. Donc, s'il y en a chez Airbus et chez Boeing, il y en a chez Zodiac. Ça a été le déclencheur de la news. Mais il y en a partout. Forcément, ce secteur-là est un secteur qu'on va regarder avec méfiance. Donc, risque de pénalité de retard, problème de livraison, pénalité oui, de retard. pas y arriver, la 400M. Ou d'investir trop cher, voilà, ou des nouvelles usines. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est extrêmement solidaire, contrairement à l'automobile où on n'hésite pas à sacrifier des petits sous-traitants. C'est un secteur qui est très solidaire parce qu'il y a la sécurité, même si l'actualité nous en fait parler. Et ce secteur-là, effectivement, quand on a 9 ans, on ne sait pas forcément faire. Surtout que on aime beaucoup Airbus, mais que Boeing est exactement dans la même situation. Tout à fait. Donc c'était bien vu de la part d'Interaction de réagir à la nouvelle de Zodiac pour partir d'un secteur qui a énormément monté, qui est la vedette des 2 dernières années, tout compris. C'est une logique de prise de profit aussi, il faut être très clair. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Est-ce que vous avez des idées? Alors, est-ce qu'on a des idées? On a toujours des idées. Heureusement qu'on a toujours des idées. Mon idée de fond, c'est que, encore une fois, les valeurs qui ont bénéficié de la hausse des taux, on est au bout de l'histoire. On est au bout de l'histoire sur Orange, on est au bout de l'histoire, de cette histoire-là. Donc ce que j'entends, c'est qu'il faut vendre Orange. Hein. Vous êtes un partisan. Orange, Veolia, même Eurotunnel, que j'aime beaucoup, mais qui a un petit effet de levier. Donc sortir des valeurs qui ont profité des taux. Voilà. Mon sentiment, c'est que ces valeurs-là, Iberdrola, etc., sont des valeurs sur lesquelles le gros de l'histoire est joué. Alors, il peut y avoir d'autres histoires. Et donc, ce qu'il faut, c'est chercher des valeurs à histoire. Précisément, c'est ça le sujet. Alors, si elles sont sur la consommation, c'est pas plus mal. Hein. Chercher la story. Paul, alors, sur ce premier secteur, ce premier argument d'Hubert, les taux, finalement, on a mangé notre pain blanc sur cette baisse des taux et il faut sortir de ces valeurs qui auraient pu ou qui en ont profité. Non, ils en ont. La logique de l'histoire Orange encore, c'est finalement une logique de dividende qui reste dans le portefeuille et qui fait que pour l'instant, on ne l'a pas sorti. Et sur Eurotunnel, c'est un peu cette logique de baisse des taux, effectivement, qu'on continue de garder. Mais est-ce que c'est ces points-là qu'il faut obligatoirement sortir? Je crois qu'aujourd'hui, on a allégé un certain nombre on a pris des profits finalement dans la hausse sur un certain nombre de valeurs depuis quelque temps, et on se retrouve avec une position de liquidité qui est relativement importante. Presque 10%. Hein. Voilà. Presque 10%, ce qui est pas très loin de ce qu'on fait au maximum. Pour du liquidité de l'Orange, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Cette semaine-ci. Cette semaine-ci, mais pas la semaine d'avant. Donc, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut regarder selon vous s'il ne faut pas regarder ces... Donc, dans les idées d'allègement, en fait, pour nous, il y a Deleuze. D'alléger d'1%. On reste encore dans peut-être un peu en revers de la main, c'est possible. Deleuze, c'est cher. Deleuze, c'est une valeur dont on a parlé déjà dès le mois de novembre, donc dès le début de cette émission. C'est une valeur magnifique, parce qu'elle est une valeur de distribution sur la côte est des États-Unis. Il distribue de l'argent et il distribue aux gens riches, et en Belgique. Donc, elle bénéficie 2 fois de tout ce potentiel, mais tout ce potentiel, évidemment, y compris la révision du dollar, puisque c'est presque 70% du dollar. Là aussi, l'histoire est quand même largement jouée. On gagne beaucoup d'argent. On a 3%. On gagne combien? 36%. D'accord. Et on a 3,7% en portefeuille. Vous nous dites on vend... On vend le tiers. 1%. On vend un tiers de Deleuze. Pas tout à fait un tiers de la position. Donc on vend 1% de Deleuze. On allège Deleuze. Mais alors je mets en garde, il ne faut pas s'éloigner trop de la consommation, et notamment de la consommation européenne, voire américaine, parce que Deleuze, c'était un compromis qui nous permettait d'avoir de la consommation américaine, d'avoir du dollar, c'est d'ailleurs ce qui a fait beaucoup de la performance, et il ne faut pas trop s'éloigner de la consommation quand on sort. Effectivement, je pense que là, on est en train d'acter le fait qu'on prend peut-être un peu des profits sur le dollar. Oui, finalement. Voilà. C'est un sujet qu'on a traité en macro depuis plusieurs semaines. Donc on prend un peu ces profits-là. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Airbus, finalement. Globalement, il faut revenir sur la consommation européenne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on approfondisse. Quel genre de valeur dans la cons européenne, Hubert? Alors, moi j'ai déjà parlé de l'effet de levier sur l'Espagne, de Dia, de Inditex. C'est pas donné, mais c'est encore à jouer. De chercher dans l'agroalimentaire des stars. Alors, Danone est une star, Bonduelle est une star de gestion. C'est des gens qui savent faire du profit. Et en plus, Bonduelle est en train, sur ces deux marques phares, de gagner des parts de marché par rapport au reste.
il y a à gagner sur la consommation. D'accord. Alors, ça c'est très important. Et puis, la consommation en général, on peut peut-être aller vers d'autres secteurs de consommation. Je reviens sur un de mes dadas qui est Aéroport de Paris. C'est de la consommation destinée à une clientèle qui a de l'argent, donc, puisque c'est du centre commercial. Donc ça, ce sont des axes. Paul, la consommation, est-ce qu'on fait La quelque consommation, chose? tout à fait d'accord. Je crois que la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est peut-être de digérer simplement les performances et la structure du portefeuille qu'on avait, qui a quand même été changé significativement, peut-être un peu en retard, parce qu'on l'a plutôt fait en février qu'en janvier, mais globalement, c'est de digérer et de laisser porter. On prend des profits. Je pense que s'ouvrira très prochainement une phase de réinvestissement, peut-être au lendemain d'ailleurs de petites excitations sur la Grèce. Et on est encore, je reconnais, dans une période où on a plutôt tendance à suivre nos histoires qu'à en initier de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre actuellement? Alors, moi, je voulais proposer, on a déjà parlé la semaine dernière, de s'intéresser au secteur de la santé. On ne peut pas être absent du secteur de la santé. Ouais, on avait parlé de Sartorius Stedim. On doit être absent de Sanofi parce que, encore une fois, le produit vedette, l'Antus, etc., est en train de perdre des parts de marché. Donc ça, mais on doit être sur la santé. Oui. Donc c'est les deux dossiers que j'ai mis sur la table la semaine dernière. Sartorius Stedim, qui est en plus, alors c'est une valeur de santé qui n'est pas pas une biotech, donc qui n'est pas une valeur dangereuse. Et Ipsos, qui est une valeur qui doit être très décotée par rapport au secteur. Ipsos, mais ça n'a rien à voir avec Ipsen, pardon. Oui. Ipsos, c'est pas du tout la même chose. Ipsen. Dites 33. Voilà, alors, dites 33. Ipsen et Sartorius Stedim, Paul. Trop frais pour nous. On a besoin encore de travailler les dossiers pour apporter une réponse. Mais la logique qui avait été d'alléger Sanofi, oui. La logique de revenir sur la pharmacie, oui. Mais pas tout de suite. C'est le travail qu'on va faire là maintenant. What else? On a un portefeuille qui est très automobile, effectivement. Donc notre idée, c'est de prendre des profits, d'alléger, et ça serait donc de sortir la Forestia, puisque notre exposition sur l'automobile, aujourd'hui, est pas très loin de 10%. 2,5% du portefeuille de Forestia, donc vous voulez vendre totalement la ligne. Oui. Je trouve ça extrêmement dommage. Je pense que Forestia et Peugeot sont les deux sociétés du secteur qui ont le plus de potentiel, peut-être de la zone euro, certainement de France. Je pense que Forestia, il y a une histoire. Forestia, c'est le dernier des grands équipementiers qui appartient encore à un groupe automobile. Daimler a vendu le sien, General Motors a vendu le sien, etc. Aujourd'hui, ça n'a plus la raison de rester dans le groupe que ça avait quand la famille Peugeot était en fait les dirigeants. Parce que Forestia, ils y étaient très attachés. Aujourd'hui, c'est dirigé par quelqu'un qui n'est pas de la famille. Il y a l'État français, il y a des Chinois. Forestia n'a pas vocation à rester à 51%, ne travaille maintenant plus qu'à moins de 20% pour le groupe. Et donc, si c'est racheté, ça va faire monter l'action, c'est ça que vous dites? Oui, parce que Forestia a 25 à 30% de décote sur les autres du secteur, même si Forestia est peut-être moins beau. Sûrement moins beau que Valeo, sûrement moins beau que Plastic Omnium, mais quand même la décote est excessive. Donc vous dites malgré tout? Malgré tout, l'idée c'est de sortir, effectivement, et pourquoi pas de se reposer des questions sur le paysage global Peugeot-Forestia, mais rajouter du Peugeot par rapport à la position qu'on a déjà dans l'automobile. Moi, je n'aurais rien contre le fait de vendre des Renault pour acheter du Peugeot. Voilà un sujet de débat pour la semaine prochaine. Donc, on allège de l'Est de 1%, on solde de la ligne Forestia, donc on avait 2,5%. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Oui, il y a un sujet qu'on regarde, c'est qu'on a pris position très clairement pour sous-pondérer les bancaires, et on n'a plus de bancaires. On n'en a pas du tout. On a vu... Et encore une fois, depuis le début de l'année, elles font 12% quand le marché fait 18%. Tout donc à fait. C'était le bon pari. C'était un bon arbitrage. Alors maintenant, ça peut changer. Voilà. Alors ça peut changer. Il y a deux histoires qu'on regarde. Il y en a une qui est Crédit Agricole. On en a parlé à plusieurs reprises en disant qu'il y a une logique de réorganisation de la gouvernance, qu'il y a peut-être une histoire plus cohérente à proposer pour l'avenir. Aujourd'hui, le catalyseur, il n'est pas encore immédiat, il va venir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un sujet. Donc on va pas prendre cette fois-ci ce dossier-là. On va plutôt prendre un autre dossier qui est la Société Générale, revenir pour 2%, en se disant que c'est vrai que c'est un côté hedge fund, en étant un peu caricatural. Mais pourquoi? Parce que l'impact de la...
réalisation des Ils n'ont plus profits aucun financiers et des placements, et leur exposition sur l'Europe de l'Est peut se révéler un catalyseur intéressant dans la période à venir si l'Ukraine, ça se calme. Ils n'ont pas de métier. Le défaut non, étant, mais pour caricaturer, on a une envisagé. banque qui est la plus riche qui soit, où les riches, c'est-à-dire les caisses régionales, vont prendre le pouvoir. Ça, C'est-à-dire c'est Crédit Agricole. C'est Crédit Agricole qui a 25% de décote, l'autre en a 30%, mais l'autre en a 30% sur plus d'activité et gagner sa vie sur une courbe des taux qui a disparu. Pourquoi Et donc, vous il va dites qu'ils n'ont prendre plus de plus en d'activité plus de risques. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu dans les pertes de trading de la Société Générale, à mon avis. Qui ait des pertes à venir, pourquoi pas. Aujourd'hui, en fait, on est en train d'acter finalement le fait que le marché a peut-être intégré la problématique ukrainienne et les autres problématiques qui viennent tout à côté. Et donc, les 30% de décote, alors que le Crédit Agricole, c'est uniquement parce qu'ils sont très très bons qu'ils ont 25%. Non, mais il n'y a pas de story. C'est-à-dire, je veux dire, l'histoire à mon avis, l'histoire de la Générale, elle est derrière. Pourquoi, elle Hubert, est pas vous dites devant. qu'ils n'ont pas de métier, Société Générale, ils ont le même métier que Crédit Agricole, non? Ils n'ont pas la même puissance. Hein. Et ils sont obligés d'être sur les marchés pour gagner de l'argent. Alors, c'est un peu caricatural de dire qu'ils n'ont pas de métier, c'est un peu caricatural de dire que c'est un hedge fund, mais ils font leur profit sur les marchés financiers. Et notamment sur des jeux à somme nulle. Et quand on est sur un jeu à somme nulle, quand on fait des profits d'un côté, c'est que quelqu'un en perd. Hein. Je croyais que c'était fini le trading sur fonds propres. C'est pas le trading sur fonds propres, ils font... C'est pas tout à fait... Il y a dans les positions de la Société Générale... En fait, la Société Générale est une valeur qui a un très fort bêta. Alors on rappelle ce que c'est le bêta. Alors le bêta est en fait la sensibilité à répliquer un mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, quand il baisse beaucoup, et quand il remonte beaucoup. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'un certain nombre de mauvaises nouvelles étant tombées, le recul ayant été assez fort, il est assez pertinent de revenir pour jouer le renversement de tendance sur cette valeur-là. D'accord, donc si on ce joue qui les ne veut pas bancaires, dire... on joue la Société Générale parce qu'il y aura peut-être... rendez-vous dans 15 jours, dans 3 semaines pour faire le point face au on a bien compris, Hubert et plus Crédit Agricole. Paul donc, fait acheter 2% de Société Générale, on a allégé Deleuze, on a soldé Forcia. Sur les banques, il y a quelque chose qui est très favorable, c'est la reprise, c'est-à-dire la baisse des provisions. Parce que c'est quand même le résultat des banques, et y compris celui de la Générale, quand même, il y a de la caricature, il y a les marchés financiers, et il y a les provisions passées sur les clients douteux. Et il va y en avoir moins. Le coût du Forcément, risque, le coût du risque, comme on dit, sera moins élevé, mais c'est aussi favorable à la BNP et au Crédit Agricole. Et ça, c'est un vrai sujet. Et vous savez que dans le domaine de la baisse des risques, il y a une valeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Euler Hermès. Qui fait de l'assurance crédit. En tout cas, c'est bien. J'aime bien quand vous n'êtes pas d'accord. Ça nous promet des prochains épisodes intéressants. Merci à tous les deux. Merci à vous tous de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine, 12h30. Interaction, votre émission et votre fonds commun de placement. À la semaine prochaine. Merci.